Ami Étienne, est-ce que tu peux nous parler du départ de ton fils et qui était ton fils pour toi? Oui, très facilement, si tu veux, parce que Jean-Marc avait fait plusieurs tentatives de suicide, dont une notamment avec une carabine qui s'était envoyée dans la bouche et la balle avait fait long feu. Et on avait retrouvé la balle dans le nez. Alors quand j'étais allé le voir, après je lui avais dit, c'est un peu con quand même ton histoire. Il m'avait dit, c'est sûr, c'est con de se louper comme ça. J'avais apprécié, surtout qu'il faisait bon, il y avait des goélands, il y avait tout un tas de trucs. Et un peu plus tard, si tu veux, il avait fait une autre tentative. Il voulait passer avec une aile delta sous un filet de volet. Alors évidemment, il avait planté le filet, le volet, le machin, l'aile, etc., etc. Et lui? Et lui un peu. Et alors je lui avais dit, Jean-Marc, si tu continues à faire le con avec tes histoires d'armes à feu, de jeux idiots. Passé avec son deltaplane sous un... Avec une aile delta, ça avait été Ouais. un deltaplane, avec une aile delta sous un filet de volet. D'accord. Alors il avait cassé un peu de choses, y compris un peu lui. Et alors je lui avais dit, Jean-Marc, arrête de faire le con avec tes histoires de jusqu'au boutiste, tu vas me priver de ta présence quand tu ne te louperas pas. Et à ce moment-là, il m'a dit, mais papa, tu as rien compris. Quand je ne me loupe pas, je ne te quitte plus. Alors, ce truc-là m'avait quand même pas mal frappé. Alors, après, au fur et à mesure du temps passant, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a voulu me dire par je ne te quitte pas? Et alors, je savais que Jean-Marc était très relationnel. Et alors, je me suis dit, s'il me dit je ne te quitte pas, il pense que je ne suis pas tout seul, qu'il ne quitte pas non plus les autres. Et à ce moment-là, je me suis dit, Eureka, je crois que j'ai trouvé, pour accompagner Jean-Marc, il faut que je le rende universel. Il faut que je le lâche et qu'il soit universel. Qu'il ne soit pas mon petit, c'est mon enfant, c'est mon, etc., etc. Alors que les enfants ne sont pas nos enfants, d'après Gilles Brand. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, il faut qu'il soit universel. Et je le vis actuellement comme ça. C'est-à-dire que pour moi, il est universel. Quand des amis, notre frère Jonathan, perdent un enfant ou un truc comme ça, je sais qu'ils ne sont pas tout seuls, que Jean-Marc va les rejoindre, qu'ils vont former une autre communauté, certainement plus vivante que la nôtre d'ailleurs. Parce qu'ils se font moins de soucis. De tracasserie. De tracasserie, c'est ça, c'est le mot. Sans ton discrétion, il avait quel âge quand il a décidé de passer de l'autre côté? On avait fêté son 33e anniversaire. Alors quand on a fêté son anniversaire, on lui a dit, Jean-Marc, qu'est-ce qui t'habite en 33 ans? Il a réfléchi, il a dit, 33 ans, il y a un précédent, il est ressuscité. Alors je lui ai dit, mais il ne s'est pas suicidé, il a dit, ça fait rien, il est mort et il est ressuscité. Je trouve que c'est quand même intéressant, 33 ans. Et 2 mois après, il a voulu aller vérifier d'un peu plus près. Et alors il nous a fait le coup de faire par téléphone, ce qui est pas mal quand même. Il nous a téléphoné un matin, un lundi matin d'ailleurs, 9h27, et il a dit, ça y est, hein, j'arrête maintenant, je ne suis pas digne de continuer à vivre, parce qu'il voulait porter toute la misère humaine en plus, évidemment, en aile delta ou pas, mais enfin, il voulait porter. Et il a dit, donc, je ne suis pas digne, j'arrête. Alors il a dit, mais arrête. Enfin, on a essayé de... J'ai passé le téléphone à sa mère, et je suis allé téléphoner chez un voisin pour téléphoner à la Réunion en disant, allez, foncez sur le petit. On m'a dit, ça tombe bien. Là, on a le cyclone à La Réunion. Toutes les routes sont barrées. Voilà. Et après, ça a sonné occupé. Alors, on a conclu que c'était fini de sa relation physique, mais pas vivante. Je crois qu'à partir de ce moment-là, c'est la vivante qui a commencé à vivre. C'est la vivante qui a commencé à exister. Et depuis, si tu veux, je pense évidemment toujours à lui. Pas tout le temps, mais toujours. Toujours avec cette histoire de... Il m'a ouvert à l'universel. C'est pour ça que j'aime bien quand on part du plus petit au plus grand et que le plus grand est infini et que chaque jour on apprend que le plus grand est encore plus grand que ce qu'on pensait. Donc pour moi, si tu veux,
C'est ça, Jean-Marc, il va vers le plus grand. Et c'est non seulement il est devenu universel, mais universalisé. Il s'est universalisé, voilà. Et je trouve que c'est important de penser que ce petit n'est pas resté qu'il est pour tout le monde. Bon, et ça, est-ce que ta foi a joué un rôle important dans cette démarche de philosophique presque? Oui, moi, ma foi, elle a une définition qui n'est pas de moi d'ailleurs, c'est pour ça que j'en retiens. C'est une marche en avant qui te permet de supprimer toutes tes intuitions, tous tes machins, et toutes tes croyances jusqu'à la foi elle-même. Alors donc la foi, pour moi, elle est toujours entre deux doutes. Hein. Dans la journée, je dis, j'ai très grande foi, mais j'arrive à avoir 2-3 minutes par jour, sur 24 heures, ça fait quand même pas mal de doutes. Mais enfin, elle revient. Et on en parlait là ce matin, là. Quand je crois que je suis au fond, je me dis, c'est pas normal que je sois au fond. Si je ne peux pas remonter, c'est que je ne suis pas tout à fait au fond. Alors à ce moment-là, je creuse mon doute. Pour pouvoir me relever. T'élever. Relativiser ton niveau. Voilà. Bien, donc, et vu que je te connais quand même depuis, heureusement pour moi, depuis quelques années, parce que tu as été un de mes facteurs personnels de résilience, quelle est pour toi aujourd'hui la vision avec du recul que tu as dans ton investissement associatif? Est-ce que d'après toi ça t'a aidé en aidant les autres? Est-ce que ça t'a aidé toi-même? Je pense que ça m'a aidé moi-même parce que je suis assez conscient de l'histoire de l'accompagnant accompagné. Quand je crois accompagner quelqu'un, en réalité, il m'accompagne aussi. Même quand on va voir des malades ou des gens qui viennent de perdre juste leur enfant, qui croient qu'on les accompagne, en réalité, c'est eux qui nous accompagnent dans le truc, qui nous disent sans le savoir, qui nous disent tenez bon, regardez où on en est, nous. Tu vois. Donc c'est un cheminement partagé. C'est un cheminement partagé, ça absolument. Et donc il y a combien de temps qu'il t'a quitté ton 20 ans. 20 ans. Quand on aime, on a toujours 20 ans. On compte plus. Oui. On compte pas en plus. Et en 20 ans, est-ce que tu t'imaginais être capable de cheminer encore autant de temps sans ton fils? Eh bien, je ne me l'imaginais pas, parce que je n'avais pas cherché à l'imaginer. Et quand il m'avait dit « je ne te quitterai pas », il n'avait pas mis de limite dans le fait de ne pas me quitter. Donc, si tu veux, c'est un compagnonnage qui continue à être. Et je pense que sa mère l'a mis au monde, la souffrance de l'enfantement, d'après la Bible. Et je pense que le rôle du père, c'est de le mettre à l'universel. C'est de rendre son fils universel, l'enfant universel. De couper simplement le cordon ombilical, voilà, aider à couper. Voilà, aider à couper. Et c'est pour ça que, si tu veux, je pense que, enfin, c'est ce que j'essaye de faire passer aux autres, c'est l'histoire que leur enfant n'est pas que leur enfant. Quand je dis pas qu'évidemment, j'en reviens toujours à mon histoire de résurrection, mais enfin, je pense que leur enfant n'est pas que leur enfant. Il est une espèce d'appel de la vie, et cet appel de la vie ne s'arrête pas au trou du cimetière s'il n'est pas incinéré. Après la mort de ton enfant, est-ce que tu as souvenance aujourd'hui de ton état d'esprit, est-ce que tu étais en colère par rapport à ce qu'il avait fait, et avec du recul, 20 ans après, quelle est l'analyse que tu fais du cheminement que tu as parcouru, s'il y a cheminement? Enfin, cheminement, il y a, puisqu'il y a 20 ans. Oui. Mais est-ce que... je n'ai jamais eu de colère envers Jean-Marc. Je me dis souvent que j'ai dû manquer certainement quelques épisodes de nos relations, mais je n'ai jamais eu de colère contre lui. Plutôt contre moi, des fois. Mais certainement un peu de culpabilité alors. Un peu de culpabilité, mais juste un zeste. Ouais, un zeste, comme dans le thé, un zeste de citron. Juste un zeste.
De citron, d'ailleurs, c'est pas mal. Parce qu'il y a un peu d'acidité quand même dans la culpabilité. Il y a un peu d'acidité. Puis je me dis que j'aurais pu évidemment beaucoup mieux faire, mais si tu veux, je n'ai pas perdu espoir de ne pas pouvoir faire mieux. J'essaye de faire mieux par lui et avec lui, quoi. Toujours un peu vers lui. C'est l'histoire de faire, voilà. Le mieux que j'ai pas fait, je me suis dit, tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu puisqu'on est en relation. Et cette histoire d'être en relation me parut très important. Ta relation avec ta femme, est-ce que après 20 ans, vous êtes encore ensemble, et de par ton vécu de président de l'association héroltaise, est-ce que tu penses que ce genre de traumatisme peut renforcer ou complètement détruire un couple? Absolument, absolument. Nous, si tu veux, au départ, ce que je disais un peu là ce matin, c'est que le père qui perd un enfant a l'inconvénient en plus de perdre son enfant, de vivre avec une femme qui a perdu le sien, si tu veux, d'enfant. Et donc il y a cette espèce d'accompagnement, mais sachant que l'autre souffre d'une façon différente. Et des fois, on n'est pas d'avis sur un point avec Geneviève. En général, c'est elle qui a tort, bien sûr. Mais je veux dire par là que à ce moment-là, je me dis, merde, en plus, elle a perdu son enfant, je ne vais pas pinailler pour une petite chose. Tout me paraît petit à côté du fait qu'elle ait perdu un enfant, si tu veux. Ça fait que l'histoire de ces chamailleries, n'étant qu'accessoires par rapport au reste, si tu veux, ont fait que ça nous a plutôt rapprochés, parce qu'à ce moment-là, on sait quand même relativiser les différends. Relativiser les différences, oui, absolument. Donc, mais tu as vécu par contre, chez d'autres personnes que vous avez accompagnées, l'effet inverse, c'est-à-dire que la différence devient trop importante, voilà, pour continuer le chemin ensemble. Voilà. Et d'ailleurs, en général, plusieurs fois, j'ai offert le bouquin « Parle-moi, j'ai des choses à te dire » pour les gens qui restaient plantés l'un en face de l'autre, qui ne se parlaient jamais. Alors que des fois, il suffit de parler un peu, si tu veux. Je sais qu'avec Geneviève, on parle très, très, très souvent. Il y avait nos filles de Jean-Marc, ça alors. Parler et aussi écouter l'autre. Écouter l'autre, écouter l'autre. Parce que parler soi, c'est se permettre, se permettre son espace de liberté, mais il faut aussi parfois essayer de respecter l'espace de liberté de l'autre, donc voilà, se mettre à l'écoute. Voilà, et c'est cet espace de liberté de l'autre, de l'écoute de l'autre, qui finalement m'accompagne. C'est le cas de le dire, d'où c'est t'accompagne. Tu es doublement accompagné. Hein? Absolument. On va revenir un peu, si tu le permets, sur la culpabilité. Donc tu voulais développer quelque chose. Oui, je ne voulais pas tellement développer quelque chose, si tu veux, sur la culpabilité. Je pense d'abord que je ne peux pas en vouloir à Jean-Marc, et je sens la culpabilité vis-à-vis de lui, tu veux, en me disant, il aurait pu faire autrement. En réalité, Jean-Marc disait, je suis comme une cocotte minute, je sens toujours que je vais exploser. Et cette souffrance-là, malgré l'amour dont il était entouré, il le savait. Il était parti à l'île de la Réunion en disant, si je reste en France, je suis trop près de vous, vous m'empêchez si tu veux, à la limite, d'exploser. Et donc, il s'est suicidé, si tu veux, parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Je dis toujours, il a subi sa mort par suicide, parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Il ne voyait aucune autre alternative possible. Donc, quand on dit que le suicide est un choix, c'est un non-choix en réalité. Pour lui, ça a été un non-choix. Et d'ailleurs, pour beaucoup. Il me semble, d'après ce qu'on travaille. Ils veulent surtout arrêter de souffrir et non pas se tuer. Quoi. Ouais, ils veulent tuer le mal qui est en eux. Absolument. Ils veulent pas se tuer. Je me suicide, déjà, ça veut dire je tue ce qui me fait mal à moi. Quoi. Ouais. Tu vois. Et malgré l'amour qui vous portez, il a quand même fait ce geste.
Il a fait ce geste parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Moi, ça, alors, je l'ai très Donc, bien compris. C'est une des raisons pour lesquelles je n'en ai jamais voulu, si tu veux, parce que je savais qu'il ne pouvait pas faire autrement. S'il avait pu faire autrement, on l'aimait beaucoup et je crois qu'il nous le rendait bien. Et il nous rendait bien à tous les deux, si tu veux. Donc, c'est une des raisons aussi pour lesquelles on ne s'est jamais trop écarté l'un de l'autre. Trop éclaté. Voilà, trop éclaté. Parce qu'on savait que pour notre couple, si tu veux, ses parents, c'était un tout. Ils nous voyaient mal séparés. C'était un deux qui faisait un pour lui. Voilà, oui. Il n'a jamais été très doué en mathématiques. Bon, tu es un résilient, mais un résilient dans les deux sens du terme, c'est-à-dire que tu as eu quand même quelques belles alertes cardiaques. Oui. Et tu t'es accroché à la vie. Écoute, je ne suis pas sûr que je me sois accroché à la vie, mais la vie a dû s'accrocher à moi. Hein. Et alors, il y a quelque chose d'assez amusant. Là, dernièrement, j'ai trouvé un ami que je vois chaque 7-8 ans. Enfin, on ne se voit pas très régulièrement, mais on sait qu'on existe réciproquement. Et la dernière fois, je suis allé prendre un pot chez lui, tout en n'étant pas alcoolique. Lui, je parle de lui. Et à ce moment-là, si tu veux, le gars me regarde à un moment, il me dit « Excuse-moi », il me dit « Quand je te vois », et il pleure. Parce qu'il était à La Réunion quand notre fils était suicidé. D'accord. Il est allé le voir. Et alors, chaque fois que quelqu'un me voit, c'est chaque fois que je te vois à toi, que machin, je pense toujours à Julien, je pense toujours à l'enfant. Ouais. Tu vois, avant d'ailleurs, tu as vu, pas que moi, hein, pas qu'encore. Tu veux, quand on voit une mère ou un père de famille, tu veux, enfin, moi, je vois l'enfant. Et donc, à ce moment-là, je regarde les gens avec beaucoup plus d'amour, parce que je dis, cet enfant, je ne dirais pas c'est un peu le mien, mais il fait partie de cet univers. De ta multitude. De cette multitude. Il fait partie de cette multitude, et donc, on est quelque part parents. On est la même humanité, tu vois. Et ça, c'est important. Je vois n'importe qui dans la rue, et si je ne le vois pas, c'est que j'ai une absence. Et oui. Oui, parce qu'on peut croiser des gens, mais ne pas les voir. Oui. Hein, et arrêter notre regard sur l'autre, c'est déjà le début de la rencontre. Oui, mais justement, dans le mot croiser, il y a le mot croix, comme tu le sais, et en général, j'essaye de toujours dégager la relation verticale. Moi, quand je te regarde, si tu veux, je suis horizontal, tu veux, et je regarde toujours la relation verticale, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous relie ailleurs que le fait de se voir comme ça. Et ça me paraît très important. Donc, si tu veux, ça a été un peu l'amorce de ce que m'a fait faire Jean-Marc, l'histoire de toujours regarder au-dessus. Je sais que ton épouse était loin d'être une grande pratiquante dans sa jeunesse. Est-ce que toi, tu étais un pratiquant? Est-ce que tu as toujours été convaincu fermement de... Je n'ai jamais été convaincu fermement, mais j'allais dire, je suis un chercheur de, si tu veux, je n'abandonne jamais ma recherche, toi non plus d'ailleurs. Et cette histoire de toujours être en recherche, ça donne, si tu veux, une espèce de vie, c'est-à-dire de toujours être éveillé. Être dans le mouvement. Être dans le mouvement. Et dans l'émerveillement. L'émerveillement, moi, des fois, quand je me lève le matin, si tu veux, en plus ça, on a les fenêtres qui donnent un peu sur l'horizon. Si tu veux, je suis émerveillé. Sur la mer. Sur la mer. Sur la mer et sur l'étang. Ouais. Sur la mer et sur l'étang. Des deux côtés, donc, je suis émerveillé d'exister à ce moment-là et que le monde existe. Quoi, donc, tu es heureux d'être là à l'instant où tu t'émerveilles. Absolument. À l'instant présent. Voilà. Tu vis ton instant présent et tu t'émerveilles. Voilà. C'est magnifique. Je crois qu'on va finir là-dessus.